Dans son nouveau film d'animation The Good Dinosaur, Pixar raconte l'incroyable amitié entre un petit humain et un dinosaure. La première du film s'est déroulée à Los Angeles. L'histoire est tout simplement partie de la question la plus folle de Pixar. Et si l'astéroïde qui aurait fait disparaître tous les dinosaures avait évité la Terre? Du coup, les dinosaures n'auraient pas disparu. Ainsi, le héros de cette histoire, Arlo, un apatosaure livré à lui-même, va apprendre en compagnie de son ami l'humain à affronter ses peurs et découvrir ce dont il est réellement capable. Arlo, un personnage que vous pouvez donc voir prendre vie en 30 secondes chrono grâce à son metteur en scène, en attendant de le découvrir en action dans un premier teaser. Le film parle de ce que vous ressentez quand vous vous sentez impuissant, exclu et que vous avez peur. Ce que ça demande de chercher au fond de soi et d'essayer. On a écrit un film sur la peur, c'est naturel d'avoir peur. Mais l'esprit humain s'élève grâce à l'amour de son prochain, de son pays et de cette ville. C'est ce que j'ai toujours admiré chez les Parisiens et chez les Français. C'est un film de dinosaures. Qu'est-ce qu'il se serait passé si l'astéroïde qui a tué tous les dinosaures avait raté la Terre? Si les dinosaures avaient survécu? Et si les hommes des cavernes étaient unis avec les dinosaures? C'est vraiment marrant d'enregistrer sa voix. Tu peux te lâcher, mettre tout ton cœur et crier dans le studio. C'est génial. J'ai grandi avec les films Pixar. J'ai vu Cars, Les Indestructibles, Monstres et Si. En fait, Monstres et Si était l'un des premiers films que j'ai vus. C'est pour ça que je suis tellement attaché aux films Pixar. Donc en faire partie, c'est incroyable. Le voyage d'Arlo, The Good Dinosaur, la plus belle histoire du dinosaure et son pote l'humain, le 16e long métrage d'animation de Pixar, réalisé par Peterson, sortira le 25 novembre 2015. Une importante découverte vient de révéler que sous son célèbre carré noir, le peintre russe Kazimir Malevich avait peint 2 autres tableaux. La découverte faite par la galerie Tretiakov de Moscou a été rendue publique lors d'une conférence pour les historiens de l'art organisée par la galerie à l'occasion du centenaire de la création du carré noir. La première image découverte sous le carré noir est une composition cubo-futuriste, alors que l'image qui se cache entre celle-là et le carré noir est une composition proto-suprématiste. Nous avons découvert que le carré noir est une œuvre unique que Kazimir Malevich l'a peint pendant longtemps avec beaucoup de réflexion. D'abord, il a fait le premier dessin, après le deuxième et après il a créé le carré noir. La peinture elle-même, ce n'est pas juste une peinture noire avec laquelle tout le monde peut dessiner. Cette peinture a une composition complexe. Nous avons réussi à lire l'écriture de Malevich sous le carré noir avec beaucoup de difficultés. La photo d'écriture que vous avez vue n'a jamais été montrée. On l'a prise pour lire le deuxième et le troisième mot cachés sous la toile. On a découvert que l'écriture disait « Combat des nègres pendant la nuit ». Maintenant, avec cette dernière découverte, on peut revoir tout ce qui est déjà écrit sur Malevich. Ça veut dire qu'on devrait étudier plus d'œuvres pour le comprendre. Cela ne suffit pas d'analyser juste une seule œuvre. Cette écriture cachée sous la peinture carré noir, dont on peut lire comme combat des nègres pendant la nuit, est ironique, au sens d'une blague. Elle veut dire que Malevich doute de l'importance de ce qu'il a créé, alors qu'avant, on croyait qu'il a découvert tout de suite que son œuvre était novatrice. Kazimir Malevich, d'origine polonaise, s'est au début passionné pour le cubo-futurisme, un mouvement de l'avant-garde russe des années 1910, avant de se lancer dans le suprématisme, un art abstrait qui utilisait les formes géométriques de base. Le carré noir, exposé dans la galerie Tretiakov, a été peint en 1915. Malevich a ensuite créé 2 autres versions de ce tableau. Officiellement, Sa Majesté la princesse royale Sikaniso Dlamini est la principale princesse du royaume du Swaziland. Mais ses amis et ses fans la connaissent aussi sous le nom de Pachou, chanteuse et rappeuse. Une exception dans un pays très traditionnel. Royalty in Africa is
La royauté en Afrique est assez différente. Nous n'avons pas la liberté dont jouissent les familles royales européennes, je pense. Nous n'avons pas le temps de nous amuser. Notre culture dicte ce que nous faisons. Éduquée en Angleterre, aux États-Unis et en Australie, la princesse a commencé à rapper quand elle était adolescente. Mais c'est l'aînée des filles du roi, elle a des obligations à remplir. Comme de mener chaque année la danse des roseaux, où des dizaines de milliers de jeunes filles paradent seins nus devant leur souverain. Pour cette femme de 28 ans, pas de contradiction pourtant entre son amour du rap et son rôle traditionnel. Le rythme que j'ai en hip-hop vient des traditions culturelles que nous avons au Swaziland. C'est ce qui m'inspire en fait. Certains passages de mon rap sonnent très africains et ils ont plus d'âme parce qu'ils viennent de la langue swazi. Par exemple, nous avons le dika quand les hommes chantent. Et c'est un peu comme du rap. Le roi Mswati III est le dernier monarque absolu en Afrique. Marié à une douzaine d'épouses, il a au moins 20 enfants. Les fortes inégalités du Swaziland lui valent régulièrement des critiques, tout comme sa répression des dissensions politiques. Mais la princesse soutient la monarchie, y compris dans ses chansons. Ici, nous croyons en la volonté du peuple. Donc Sa Majesté a rassemblé le pays et il a déclaré « Une minorité du Swaziland voudrait que les choses changent. » Et le peuple a répondu « Nous refusons, nous voulons la monarchie. » Pachou est devenue une incontournable de la scène musicale swazi. Elle chante même parfois aux cérémonies officielles. Mais sa priorité reste ses responsabilités de princesse. Elle siège au très puissant conseil du roi et dirige de nombreuses organisations caritatives. La somptueuse salle de réception de la Fondation Cœur d'Afrique du vieux lion indomptable Roger Mila s'est avérée très exiguë pour accueillir tout le monde ce jour. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation officielle des couronnes de la première édition de l'élection Miss Nations Unies 2015, organisée en octobre dernier au Palais de Congrès de Yaoundé. Elles étaient au nombre de 5 venues à la rencontre de l'ancien lion de football camerounais pour leur signifier leur reconnaissance. 1 heure environ de cérémonie et 5 discours. Ceux de la Miss et des Dauphines, du président du comité d'organisation et enfin l'allocution de son Excellence Roger Albert Mila. Une réception très appréciée par la Miss et ses dauphines qui n'ont pas caché les joies. Je dis merci à la Fondation Cœur d'Afrique ainsi qu'à l'Excellence ambassadeur Roger Mila d'avoir reçu ici. C'est un grand honneur pour nous d'avoir accepté de nous parrainer, nous Miss Nations Unies. Et si pour moi c'est une opportunité, une occasion avec la Miss et les dauphines de venir lui présenter la couronne, lui présenter le fruit de ma réussite, pour moi c'est quelque chose de grand. Nous sommes animés par un sentiment de joie. Très ému, l'ancien lion indomptable de Ballon Rond, père de l'une des dauphines, pour traduire son émotion, a néanmoins trouvé l'expression juste pour dire merci. La deuxième dauphine, qui est ma fille, qui a tenu à venir me remercier par rapport au soutien que la Fondation a accordé à cet événement. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là cet après-midi pour non seulement les remercier, mais pour qu'elles aussi remercient les bénévoles de la Fondation. À noter que la fête électorale avait eu lieu le 24 octobre 2015 au Palais des Congrès de Yaoundé, le jour de la Journée mondiale de l'ONU. Un festival de métal en Algérie. Une image peu commune dans ce pays conservateur. Le métal algérien est né dans les années 90, en pleine période de terrorisme islamiste. Mais depuis, les groupes de métal et hard rock sont isolés. Je pense qu'un soutien de l'État serait bienvenu et vraiment souhaité, parce que là, on peut faire ce qu'on peut, mais au bout d'un moment, on a besoin d'aide. Et l'aide, lorsqu'elle vient de l'État, c'est parfait.
Il a fallu 4 ans pour réunir ces groupes français et algériens à Constantine pour le Fest 213. Mais pour les fans et musiciens, c'est un chemin de croix pour soutenir leur groupe préféré. Les salles de répétition et de concert leur sont souvent fermées et les plus conservateurs les accusent de satanisme. C'est une musique de violence satanique. C'est généralement ce qu'ils disent, que je voue une adoration à Satan, alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Avec la patience, les mouvements alternatifs algériens réussissent à contourner les interdictions pour organiser ce festival, notamment grâce à des collectifs associatifs très organisés et à une mobilisation sur Internet. Une musique qui veut se faire sa place, elle doit se battre comme toute autre chose. Si on veut intégrer quelque chose à notre culture, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut du courage. Et il faut de l'investissement. L'État algérien craint le développement de ces musiques trop occidentalisées. Il préfère encourager des musiques traditionnelles qui dominent la scène artistique et qui renforcent l'identité arabo-musulmane du pays.